Tech Co, le grand live du numérique avec François Sorel. Le retour de Tech Co sur BFM Business en direct à la radio, à la télé. On va maintenant s'intéresser aux femtech. Et oui, parce que la santé des femmes se digitalise. Et aujourd'hui, grâce à la tech, grâce aux algorithmes, grâce aux objets connectés, grâce à la biotech, on arrive à faire des choses incroyables. La santé des femmes méritait bien un collectif. Et on va en parler ce soir avec Juliette Moreau, qui est notre invitée. Bonsoir Juliette. Bonsoir. Vous êtes présidente donc de Femtech France. Vous êtes aussi professionnelle du secteur de la santé et vous êtes la patronne de myacelife.com, qui est un espace de discussion libre sur les étapes de la vie d'une femme. Tout à fait. Merci d'être là. Et en face de vous, Caroline Gorge est sur le plateau de Tech Co. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Vous êtes cofondatrice et directrice générale de Freya Fertility. Vous faites partie aussi de ce collectif qui est en gestation, si je puis me permettre, qui va bientôt éclore. Juliette, première question pour vous. Il fallait vraiment prendre ce problème à bras-le-corps et créer un collectif sur la santé des femmes et le numérique? Alors c'est un collectif sur la santé des femmes et l'innovation, parce qu'aujourd'hui c'est un marché, donc la femtech, comme vous l'avez dit, c'est un marché qui est estimé, alors c'est des estimations basses, mais qui estime à 60 milliards de dollars pour 2027. Donc on y est. C'est énorme. C'est énorme. On a heureusement en Europe et en France plus précisément beaucoup de startups qui commencent à s'intéresser au sujet à différents stades. Aujourd'hui, nous on recense plus de 100 startups dans le domaine en France. Et oui, c'était le moment ou jamais de les fédérer au même titre que ça peut être fédéré dans d'autres pays, et de pouvoir donner à la fois un espace, un cadre, éventuellement des formations, et j'en reparlerai si vous me laissez l'occasion. Bien sûr. Mais aussi un lieu d'interaction avec les industriels, pharma, mutuelles, qui s'intéressent beaucoup au sujet, et également les investisseurs, évidemment. Alors c'est un business donc très très lucratif en fait, tout cela, la femtech. Qu'est-ce que ça représente en fait? Ça va je dirais du bien-être à la sexualité. Ça englobe quoi en fait comme secteur? C'est intéressant parce que ça va pas obligatoirement aussi loin, mais c'est surtout le regroupement de 3 données. La femtech, c'est de l'innovation, c'est de la santé. Et c'est une transformation sociétale, parce que la particularité de cette industrie-là, c'est qu'elle s'intéresse à des sujets auxquels jusqu'à maintenant, on n'avait pas obligatoirement porté l'attention, aussi parce qu'il n'y avait éventuellement pas une économie disponible. Mais parce qu'il y a une demande des femmes, et c'est ça qui est intéressant, du coup il y a des choses qui peuvent se mettre en place, il y a des études cliniques qui peuvent aller plus loin et utiliser toute la technologie et l'innovation actuelle pour aller vers ça. C'est Apple d'ailleurs qui a surpris tout le monde avec la nouvelle Apple Watch. Vous avez dû sans doute vu cette information. En fait, sur la nouvelle Apple Watch, il y a un capteur de température qui arrive à analyser en fait le cycle de fertilité des femmes, je crois, parce que effectivement, tout au long d'un mois, en fait, il y a des variations comme ça de température et la montre arrive à le détecter. Donc ça prouve quand même, si Apple s'y intéresse, et vous parliez tout à l'heure de Google aussi, tout à fait, qu'il y a un intérêt naturel. Il y a un intérêt. Aujourd'hui, il faut savoir que le premier dispositif médicamenteux reconnu aux US est un outil qui sert justement de contraceptif, entièrement numérique, c'est Clou. Donc oui, aujourd'hui, c'est un marché qui intéresse aussi les très grands du numérique. Je vous disais en effet que Google Venture est le 2e investisseur en santé des femmes aujourd'hui. D'accord, c'est énorme. C'est énorme. Caroline Gorge, cofondatrice donc et directrice générale de Freya Fertility. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot justement sur Freya Fertility pour débuter? Bien sûr, donc on est une start-up fraîchement créée, on se lance dans le 12 octobre, donc très bientôt. Oula! Ah oui, ouais. D'accord. Soyez prêts. Et on permet en fait à chacun de mieux comprendre et protéger sa fertilité. Donc ça a l'air de rien, mais en gros on facilite l'accès à de l'information médicale personnalisée sur la santé reproductive. Et pourquoi c'est important? Parce qu'on répond à 2 besoins. Un besoin des femmes, principalement parce que horloge biologique, et donc c'est les principales concernées. Un besoin des femmes d'avoir plus d'informations sur leur fertilité pour pouvoir prendre les devants sur justement leur plan de vie, leur plan de carrière. Et puis aussi un gros besoin d'un enjeu de santé publique, puisqu'aujourd'hui, peu de gens le savent, mais un quart des couples est infertile. Donc ça touche énormément de gens. Et ça touche aussi les hommes. Et ça touche exactement 50% des cas d'infertilité viennent des femmes et 50% viennent des hommes. Mais c'est ça, Juliette, c'est qu'en fait,
en rebond, ça intéresse aussi les hommes. Ça intéresse les hommes parce que les sujets... Bon, déjà, tout le monde, a priori, a une mère, potentiellement des sœurs, potentiellement des compagnes, des filles. Hein, et oui, on a aussi une nécessité, quand on veut avoir des enfants, d'éventuellement se pencher 2 minutes sur des questions de fertilité. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des maladies chroniques qui aujourd'hui impliquent aussi des hommes au quotidien avec leurs femmes qui en souffrent. Voilà. L'endométriose notamment. L'endométriose, une femme sur 3 en France souffre d'une maladie chronique gynéco. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de recherches en cours et plein de start-up extrêmement prometteuses qui travaillent sur ces sujets-là. Alors, vous avez créé ce collectif donc Femtech. Pourquoi et comment souhaitez-vous justement aider ces startups? Quelles sont vos différentes missions? Alors, on s'est donné une première mission qui était importante pour nous, qui était de fédérer l'écosystème. Quand on annonce le chiffre de 100 startups, ça épate un peu tout le monde parce qu'on se connaît, mais pas toutes. Du coup, donc ça, c'était la première étape. Et surtout, c'était aussi une première étape de visibilité vis-à-vis d'investisseurs qui ont du coup l'occasion de les rencontrer au même endroit et voir les différents niveaux. Le deuxième, il était aussi d'aider à les former. Et c'est notre première action. On a lancé un bootcamp pour former les startups naissantes à des questions de système de santé. Il y a des particularités au système de santé français qu'on connaît tous, à ouvrir un petit peu leur perspective sur le marché de la Femtech et mieux connaître le corps et la santé de la femme. Et d'ailleurs, ce bootcamp, il a tellement généré d'intérêt qu'aujourd'hui, il est entièrement gratuit parce qu'on a pu le faire financer par nos 2 partenaires qui sont Organon, donc qui est le 2e laboratoire santé des femmes au monde, et le groupe VIV, qui est le premier groupe mutualiste en France. Donc, l'appel à projet est d'ailleurs ouvert, donc si on a des startups Femtech qui nous écoutent, n'hésitez pas à postuler, il y a encore 3 jours. Mais c'est aussi important pour nous d'aider les startups Femtech à mieux s'installer dans l'écosystème par une meilleure connaissance, et puis on va offrir éventuellement aussi un encadrement et un label. C'est terrible, ça. C'est vraiment une maladie incroyable. Il faut savoir que les startups fondées par des femmes ont 4 fois moins de chances de lever des fonds que celles fondées par des hommes. Ça, c'est nous, on a un peu la double peine. C'est-à-dire on s'intéresse à des sujets que pas tout le monde ne connaît, surtout si les investisseurs sont des hommes. Et en plus, c'est des startups qui sont souvent créées par des femmes ou cofondées par des femmes. Et oui, on a plus de difficultés à lever. Après, tout évolue et c'est aussi pour ça qu'on crée Femtech France, pour montrer justement l'écosystème et montrer l'intérêt, y compris pour des gros industriels. Vous le disiez tout à l'heure, alors moi j'ai d'autres chiffres, hein. Les Femtech dans le monde, c'est un marché global valorisé à 37 milliards de dollars en 2020, j'ai vu 50 milliards aussi en 2025, vous disiez 60 milliards en 2027. En 2027, enfin c'est cohérent, en tout cas ces chiffres sont cohérents, et puis seulement 4% des budgets pharmaceutiques et de R&D sont destinés à la santé des femmes. Seulement 4%. C'est peu, hein. C'est dingue. C'est peu, et en même temps, alors j'essaye d'avoir un discours proactif et positif parce que je pense que c'est le cas. Ça veut dire qu'il y a un énorme potentiel, donc c'est le moment d'y aller. Vous parlez aussi de formation et de sensibilisation en fait à tous ces sujets. Vous voulez mettre aussi des heures de formation en place ? Oui, parce que souvent les startups sont créées souvent par des entrepreneurs qui vont répondre à une difficulté qu'elles ont elles-mêmes rencontrée. Et du coup, face à un système de santé qui est quand même très complexe, où les utilisateurs ne sont pas les payeurs, c'est important aussi de pouvoir les aider à mieux comprendre cet environnement-là. Caroline ? Oui, non, j'ai réagi parce que je pense que si le collectif avait existé et le bootcamp, j'aurais probablement économisé 2 ans de recherche à essayer de comprendre comment fonctionne le système français de santé. Et effectivement, il y a plein d'enjeux légaux, médicaux, et c'est vraiment très important d'avoir ce support de la part d'entrepreneurs qui sont déjà passés par là, qui ont ce retour d'expérience et puis surtout qui ont toutes les connaissances pour pouvoir avancer plus vite. Vous êtes en train de créer cette start-up et je pense que là, vous mettez le doigt sur justement le côté un peu compliqué, non ? Oui, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Quels sont les obstacles que vous rencontrez actuellement, tiens ? Alors, le premier obstacle, c'est de rallier des professionnels de santé à notre cause. Parce que déjà les professionnels de santé sont surchargés de travail, donc les convaincre de passer un peu de temps sur un projet entrepreneurial, c'est compliqué. Et puis en plus il y a cette espèce de tabou de l'argent qui est lié au monde de l'entreprise, qui colle pas forcément avec le monde de la santé en France. Donc il faut trouver le bon équilibre et leur montrer qu'il y a des choses à faire et que ça aide les femmes, et que ça répond à des enjeux de santé publique. Et après il y a effectivement tous ces obstacles, toutes ces difficultés
sujets légaux, techniques aussi. Et c'est pour ça qu'on a vraiment besoin de gens qui connaissent, parce que comme l'a dit Juliette, les idées viennent souvent de parcours patients, de parcours personnels, et donc on n'a pas toutes ces connaissances qui permettent de monter un projet et qui soit solide. C'est vrai que le secteur de la santé est très encadré, Juliette, c'est... il ne faut pas franchir une certaine ligne, etc. C'est compliqué, non, quand on évoque la santé de la femme? Alors c'est compliqué, mais finalement pas plus que quand on parle de données en santé dans d'autres domaines. Malheureusement, l'actualité nous montre que on peut être dans un hôpital et souffrir de ce type de problématique-là. C'est un sujet important. Avec les conséquences dramatiques. Exactement. C'est un sujet important parce qu'on l'a vu avec ce qui se passe aux États-Unis, ça peut avoir des conséquences très importantes sur la vie des femmes, mais c'est aussi un sujet qui doit pas être mis de côté parce qu'il y a des innovations potentielles et surtout des études derrière. Et en complément de cette mise en relation avec le système de santé, nous on travaille aussi beaucoup à la mise en relation avec le monde de la recherche, qui aujourd'hui a un vrai intérêt à pouvoir travailler sur des données de femmes et nous on peut les fournir. Caroline, vous avez commencé à faire des tours de table pour essayer de lever un peu d'argent ou pas pour votre start-up? Alors pas. On évoquait tout à l'heure la complexité du sujet. Oui, et apparemment... Quel est le business, de Freya Fertility? Le business model? Ouais, le business model. Alors on est... Allez, pitchez-moi, on y va. Donc j'ai pas beaucoup d'argent, mais peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent qui pourraient vous en donner. Donc on est une application déjà mobile avec une partie B2C et une partie B2B. Et donc on a toute une partie du service qui est entièrement gratuite, puisque notre démarche avant tout c'est de faire de la prévention contre l'infertilité. Donc on a un questionnaire qui permet d'identifier ces facteurs de risque, on a des téléconsultations pour faire des bilans de fertilité, faire le point un peu sur sa fertilité avec des sages-femmes qu'on a formées. Donc tout ça c'est gratuit et ça nous permet d'avoir un pool important d'utilisateurs, et ensuite toutes les personnes chez qui on détecte des problèmes et qui ont un désir de conception, on les accompagne pour les aider à optimiser leur fertilité, et là c'est des programmes payants. Voilà. D'accord, ok. Voilà. Ça c'est la version B2C. Ça c'est la version B2C, et après on compte sur un volet B2B pour mettre en avant des professionnels de santé, justement. Que vous mettrez en relation avec les clients, en quelque sorte, qui en auront besoin. Voilà, pour les référencer et les mettre en contact avec notre grand pool d'utilisateurs. D'accord. Et donc, vous avez commencé un petit peu à regarder les potentiels investisseurs ou pas? Oui, alors c'est plus pour 2023. Pour l'instant, on se concentre essentiellement sur les aides publiques. Ouais. Parce qu'on a la chance d'être en France et il y a quand même beaucoup d'aides. On pense à la BPI notamment. C'est un peu le premier acteur auquel on pense. Et quand vous allez pitcher, est-ce que vous recherchez plutôt des investisseurs femmes pour justement peut-être les convaincre plus facilement de ce que vous êtes en train de faire, parce que ça leur parlera peut-être un petit peu plus? Oui, je pense que comme beaucoup de sujets en Femtech, il y a tout un travail d'éducation à faire déjà auprès des femmes, encore plus auprès des hommes. Et c'est vrai que quand on parle de fertilité, on va tout de suite avoir des sourires, des clins d'œil de la part de femmes, parce qu'elles se reconnaissent dans les inquiétudes qu'on évoque. Pour les hommes, c'est beaucoup plus compliqué. Mais ça va venir, parce qu'il faut qu'ils s'intéressent à leur santé reproductive. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que toute cette chaîne de valeur, quand elle est féminine, Juliette, elle est plus importante justement lorsque on pitch auprès d'une femme parce que si c'est une femme qui est investisseur, ça sera peut-être plus facile, il y aura forcément une espèce de complicité, de compréhension, ou pas du tout? Oui et non. En fait, aujourd'hui, alors déjà, il n'y en a pas beaucoup. Chez les investisseurs et chez les BA, même s'il y a un superbe travail qui est fait en ce moment, en particulier autour des BA, il y a quand même malgré tout une majorité d'hommes. D'où l'importance, et merci de nous donner cet échange, parce que l'importance de pouvoir expliquer que oui, il y a un potentiel, que c'est pas que des histoires de filles, et que derrière, il y a un vrai potentiel d'évolution, et en plus au bénéfice de tous. Et de toutes. Et un vrai business. Exactement. On le disait. Est-ce que vous êtes allé voir des pépites, on va dire, françaises de la tech, comme WeThings, par exemple, qui font des choses incroyables en termes d'objets connectés, voilà. Ça, c'est exactement la deuxième étape, c'est-à-dire pouvoir justement créer des ponts avec des grandes startups en santé ou des licornes, parce que on le voit, même Alan bien sûr. A fait un superbe travail sur la ménopause récemment, sujet féminin s'il en est, par excellence, et qui montre bien que oui, même nos licornes de santé peuvent avoir un intérêt à travailler autour de la Femtech.
Allez, il nous reste une minute. Quelles sont qu'est-ce que vous diriez à toutes ces femmes entrepreneurs, start-up, et qui se disent, bah tiens, j'ai envie de rejoindre ce collectif, donc Femtech. Comment vous contacter, comment vous joindre? On a un site internet femtechfrance.org, super simple pour venir nous voir. Si vous êtes à plus de 6 mois autour de votre projet et que vous pensez que vous pouvez avoir un besoin d'aide, n'hésitez pas à postuler. Et puis sinon, contactez-nous. On ouvre très très bientôt les adhésions au collectif. Très bien, merci beaucoup à toutes les deux. Merci Juliette, présidente donc de Femtech France, et Caroline Gorge, donc cofondatrice et directrice générale de Freya Fertility. On vous souhaite plein de bonnes choses à toutes les deux. Merci beaucoup. Vous restez avec nous, Tech & Co revient dans quelques instants, bientôt 21h30. Ce sera notre rendez-vous entre autres Tech for Good Awards. Vous savez, ça y est, on commence à recevoir toutes ces startups qui ont été sélectionnées pour la grande cérémonie qui aura lieu le 8 novembre. Je vous explique tout ça dans quelques instants, juste après le rendez-vous écho de Faiza Younsi. À tout de suite.